Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Célébration du nouvel envol à la CEAC, de nouvelles réformes en marche, de nouveaux hommes nommés ce 30 juillet, le film du 17e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est dès l'entame de ce journal. Décélération du développement dans la région du Nord-Ouest. Le BIP piétine à moins de 10% en ce troisième trimestre 2020. Les raisons de l'enlisement et les solutions possibles, c'est dans le dossier du 20h30. Célébration de la fête du mouton demain vendredi, dernier préparatif au sein de la communauté musulmane pour une tabaski en mode Covid-19. De Yaoundé, nous irons dans le septentrion à quelques heures de la fête du sacrifice. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ouvrons le journal avec l'image de ces habits neufs de la CEAC. De nouvelles personnalités prennent la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au terme du 17e sommet ce jeudi, l'institution réformée sera présidée par le Congo-Brazzaville maintenant. Également renouveler les hommes et les femmes pour conduire les différentes commissions. Ces travaux présidés par Ali Bongo du Gabon pour le chef de l'État, était représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Le récit de Laurentine Bokono. Le gouvernement de la CEAC rénové est au complet. La présidence de la commission revient à l'Angola, la vice-présidence à la Guinée équatoriale. Les 5 commissaires sont également connus, dont la Camerounaise Ngangomo Marie-Thérèse Chantal Germaine, épouse Mfula Edjomo. Le président sortant de la CEAC, Ali Bongo Ndimba, s'est réjoui dans son discours des avancées enregistrées au cours des dernières années. S'agissant de la réforme institutionnelle de la CEAC, le traité révisé que nous avons adopté en décembre 2019 à Libreville est à ce jour ratifié par plusieurs États membres et son entrée en vigueur imminente consacrera la mise en place de la commission de la CEAC. Le secrétaire général sortant de la CEAC, Ahmad Alami, a également pris la parole pour dresser le bilan de son mandat, aboutissement des réformes institutionnelles réalisées. François Lounsinifal, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a exprimé la disponibilité de l'ONU à accompagner l'engagement des leaders de la CEAC dans l'accélération du processus d'intégration sous-régionale. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué la modernisation de la CEAC. Moment d'intense émotion, la minute de silence observée à la mémoire du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, décédé en juin dernier des suites d'un arrêt cardiaque. Je me réjouis des jalons qui viennent d'être posés pour accélérer le processus d'intégration en Afrique centrale. Ce sont là les mots du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, qui s'exprimait au terme de 7 heures d'échange marathon. Le représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à cette 7e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, a confié sa satisfaction à notre reporter Laurentine Bokono. Le sentiment que j'ai, c'est que ce qui a commencé en 2015, c'est-à-dire la réforme de la CEAC, prend déjà corps avec la mise en place de la nouvelle commission, dont un président, un vice-président et 5 commissaires, parmi lesquels il y a une Camerounaise,
qui s'occupe désormais de l'aménagement du territoire et de l'infrastructure. C'est un sommet qui a été très profond. Je crois donc que désormais, tous les jalons sont posés pour que l'intégration soit poussée davantage. Et comme vous le savez, il y a une nouvelle rotation de présidence. Et le prochain président sera le Congo. La rotation se fera par ordre alphabétique. Également dans l'actualité, les adieux de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Hans-Peter Chadec, étaient reçus ce jeudi en audience par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui recevait le diplomate européen au nom du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Les deux personnalités ont ainsi passé en revue les différents axes de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Mozo. Hans-Peter Chadec, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, est rendu au terme de sa mission intercamerounaise. Sur le chemin retour qui le ramène vers sa mère patrie, il a marqué ce jeudi 30 juillet 2020 une escale significative au Palais de l'Unité. Reçu en audience au nom du président de la République par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, il va avec lui passer en revue les actions menées au cours de ces 3 années passées dans notre pays. Il en ressort une évaluation plus que satisfaisante. La preuve, l'Union européenne est restée le premier partenaire commercial du Cameroun. Il me plaît toujours de rappeler que l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial du Cameroun, avec presque la moitié de ses exportations, avec les droits d'exportation, son quota, son droit de douane. Une situation préservée par l'accord de partenariat économique. Mieux, ces concours financiers se sont accrus au profit des couches vulnérables pour la promotion des droits de l'homme et de la foresterie et dans certains secteurs tels que l'éducation et la santé. Nous travaillons donc avec le secteur privé et d'autres acteurs pour que les conditions d'investissement, le climat d'affaires soient incitatifs à plus d'investissement pour que des emplois soient créés. C'est donc habité par un légitime sentiment de fierté que le diplomate est reparti du Palais de l'Unité et bientôt sans doute du Cameroun. Et voici la 58e journée de la femme africaine. L'événement célébré le 31 juillet chaque année était ramené ce jeudi 30 juillet à cause de la Tabaski demain. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa, a présidé les activités à Yaoundé sous le thème « Femmes africaines et défis liés à la pandémie du coronavirus ». Je vous propose de l'entendre ici dans un extrait de son allocution sélectionné par Marlise Noambarga à Oumou. La décennie de la femme africaine 2010-2020 tire à sa fin. Le bilan des actions menées pour atteindre les objectifs fixés est satisfaisant dans notre pays. Nous pouvons citer le renforcement du cadre juridique interne sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, l'amélioration de l'accès des femmes à la prise de décision, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, l'amélioration de la scolarisation des jeunes filles sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre les discriminations et les violences basées sur le genre, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et il faut dire que du Cap au Caire, le quotidien de la femme africaine peut bien varier selon les pays. Mais tout comme ici au Cameroun, ces défis se résument généralement à la recherche de l'autonomisation, de l'accès à la terre, au crédit et puis au poste de responsabilité stratégique. Le regard de Agnès Solange à Bessolo. Porter leur désir vers un objectif élevé, un idéal commun pour toutes les femmes africaines aujourd'hui. Avec les programmes de coaching et de développement personnel de leadership, elles sortent progressivement d'une logique de victimisation à une logique de prise de conscience. Et dans les instances de décision, le mythe du plafond de verre semble derrière elles. Les femmes ont fini par comprendre qu'elles ont elles-mêmes la responsabilité de faire bouger les lignes. Pourtant, le chemin vers la victoire est encore semé d'embûches. Des goulots d'étranglement persistent au niveau de l'administration des biens.
notamment l'accès à la propriété. Là où vous naissez, vous n'avez pas de terrain. Là où vous partez même en mariage, vous n'avez pas de terrain. Vous devenez donc un peu en l'air. L'héritage n'induit pas transfert de propriété, de l'usus, du fructus et de l'abusus. Des verrous socioculturels qui pèsent encore fort sur les comportements, rendant ainsi difficile l'accès au financement. Lorsqu'elle va à la banque, on lui demande le titre foncier. Il faudrait bien qu'elle produise ce titre foncier. Et sans argent, ça devient compliqué d'opposer des actes de manière indépendante. Il va être difficile qu'elle gouverne, n'est-ce pas, avec sérénité. Pour qu'elle soit autonome, il faut le renforcement de capacités, les financements. Dans ce combat, les défis restent importants, les plaidoyers encore intenses pour des lendemains meilleurs. Reparlons des conclusions du conseil de cabinet d'hier à l'immeuble Étoile. Arrêt ce soir sur la construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a bien instruit les deux ministres de l'économie et des finances d'accélérer la mise en place des financements pour parachever cette section. Et c'est là un projet qui va changer positivement la physionomie de la capitale Yaoundé. Évaluons à présent ce qui reste à faire avec Séverin Legambélé. Le rêve est permis. Le rêve de voir une infrastructure routière moderne relier l'aéroport international Yaoundé-Simalène à la sous-préfecture de Tinga. On l'a appris au sortir du conseil de cabinet de juin. La première partie des travaux est bouclée. La section Ras-Campagne, je pourrais dire que nous sommes rendus presque à la fin, parce qu'on est en train de mettre la couche de roulement. Dans le projet, il y a en vue la création des pôles agricoles et logistiques, ainsi qu'un aménagement paysager. Les prestations que nous réalisons consistent à conférer le maximum de sécurité à cette route. Donc la Maïteo construit un mur anti-bruit, mais qui est végétal. Pour les travaux sur la deuxième section, la section urbaine qui va du quartier Ahala à la sous-préfecture Yaoundé 2e, il y a encore des conditions préalables à satisfaire. Les études ont été menées par 3 entreprises et il s'agissait maintenant de trouver le financement. Malgré l'environnement sanitaire qui plombe un peu les ressources et même la stratégie nationale de recherche de financement, nous avons eu le soutien du Premier ministre du gouvernement. À ces préalables, il faut ajouter les indemnisations et le déplacement des réseaux concessionnaires. Plus loin, sur un autre axe routier, le bac de Chiayang sur le fleuve Mbam a chaviré. Le ministre des Travaux publics est descendu sur le site ce jeudi. Il a rassuré les populations de ce département du Mbam et Inubu. Emmanuel Nganou Djoumessi annonce en effet la remise en service de ce bac de traversée dans 30 jours. Chose vue et entendue à Chiayang avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Depuis le 19 juillet, le bar de franchissement du fleuve Mbam, entre les arrondissements de Ndek et de Komyambeta, gît par plus de 10 mètres de profondeur. La détresse des populations est parvenue au sommet de l'État. Nous sommes venus déjà apprécier la situation créée par le chavirement de ce bar. D'ordre de Monsieur le Président de la République, nous avons déjà un bac qui va y être installé d'ici une trentaine de jours. Nous avons demandé qu'il y ait aussi des aménagements d'ordre socio-économique concernant les accès et les éventuelles installations de marché pour que les productions agricoles soient mieux exposées. Une équipe d'enquête sur le chavirement du bar a été créée. Le chantier de construction du pont et des voies de desserte pour tourner le dos au bac a été visité et au cours de la réunion qui a clos la visite, les remerciements ont été adressés au chef de l'État pour sa prompte réaction. L'actualité en vitrine dans nos régions, le Nord-Ouest a mal à ses projets 2020. En cette fin du mois de juillet, le budget d'investissement public affiche un taux d'exécution de moins de 10%, 9,47% exactement. Sur les 559 projets attribués au Nord-Ouest, 40 seulement sont achevés à ce jour. Qu'est-ce qui coince donc? Voici les explications de Valentin Kouadeu à Bamenda.
La première difficulté à laquelle font face les entrepreneurs est l'acheminement du matériel dans les différents chantiers. Et pour cause, le mauvais état des routes. Dans la Goma maintenant, on a le problème de route. Toutes les routes sont bloquées, à la côté du Bouy, côté du Fundon et côté du Menchou. Parmi le lot d'entraves, on pourrait ajouter la crise sociopolitique que traverse la région du Nord-Ouest. L'État est dans une situation très difficile financière. Et c'est ça qu'on a résolu, qu'il faut que l'État priorise le paiement des factures des hommes d'affaires dans la zone du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et je peux achever pour dire qu'il y a notre ancien problème de crise, qu'il y a l'insécurité dans la zone. Et puis enfin les raisons politiques, notamment la transition des nouveaux exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, les différents responsables comptent entamer le prochain trimestre avec beaucoup plus d'optimisme. Comment donc sortir le bip de l'embourbement dans cette région du Nord-Ouest? Des solutions sont avancées. Par exemple, il faut augmenter le taux d'exécution de ces projets qui piétinent en réalité depuis le début de la crise socio-économique par un apaisement dans la région. Cela va de soi et au-delà des espoirs nés du plan présidentiel de reconstruction et de développement, il faut bien relancer le BIP 2020. Voici quelques pistes évoquées ici par Laurent Chisogbe. Des solutions, surtout les bonnes, il faut en trouver pour permettre aux entreprises de poursuivre sans inquiétude l'implémentation du budget d'investissement public dans le Nord-Ouest. Le courage, la résilience ou encore la résistance sont souvent avancés par certains acteurs dans les assises d'évaluation du BIP. C'est à nous de dire non, trop c'est trop. Et rien qu'avec les mains, on peut vaincre les gens là qui marchent avec les armes artisanales. Face au contexte de la décentralisation, d'autres par contre souhaiteraient bien que les marchés soient attribués aux entreprises du terroir avec une main-d'œuvre locale. Un entrepreneur qui prend un projet, qui descend pour faire ces projets-là, il prend les locales pour exécuter. C'est déjà un problème qu'il est en train de résoudre. Le plan présidentiel de reconstruction et du développement du Nord-Ouest n'est pas en reste. Il nourrit tous les espoirs. La différence, c'est seulement que le programme de reconstruction, ça se fait avec une approche grande, inclusive de la population. Depuis le début de cette crise, rares sont des projets complètement implémentés. Pourtant, ici dans le Nord-Ouest, les projets du BIP sont considérés comme des sillons du développement. Direction à présent le soleil levant sur les pas du chef d'état-major des armées qui est en visite de travail dans cette région de l'Est. Le général de corps d'armée René-Claude Meka est allé évaluer la situation sécuritaire sur le terrain, notamment à la frontière Cameroun-RCA-Congo, une zone qui subit régulièrement les incursions des bandes armées. Arlequin Swahibou sur place à l'Est. Tout comme les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la région de l'extrême nord, la région de l'Est suscite également une attention particulière du haut commandement militaire. La visite du général de corps d'armée René-Claude Meka à Bertois rentre dans le cadre de la tournée de travail entreprise dans les différents secteurs militaires. Accueilli au poste de commandement du 8e secteur par le général de brigade Enzo Vondo, commandant la région militaire interarmée numéro 1, en présence du général de brigade Ousseini Djibo, commandant la région de gendarmerie numéro 1. Les chefs militaires se sont entretenus à huis clos sur les différents aspects sécuritaires de la région. Au-delà des incursions des bandes armées venues de la République centrafricaine, il y a également le banditisme urbain avec usage des armes légères et de petits calibres, la vente des ossements humains et l'enlèvement des personnes et demande de rançon. Un signe d'inquiétude particulier, c'est tout simplement le suivi d'une situation qui ne doit pas nous échapper. Le chef d'état-major des armées a également visité le chantier de construction du poste de commandement de la 12e brigade d'infanterie motorisée commandée par le général de brigade Nouma Joseph. Un chantier qui a vu naître un édifice de R+1 étalé sur 18 hectares avec toutes les commodités d'un poste de commandement. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
L'escale du soir au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa, ici dans la capitale. Nous allons faire le point de la pandémie du Covid-19 en ce 30 juillet. Pour les informations du jour, je retrouve sur place Évariste Eyenga et son invité, le docteur Ibrahim Amadou. Bonsoir messieurs. Quoi de neuf donc à l'observatoire du Covid-19 ce soir? Bonsoir Adèle, il était exclusif le message du point de presse délivré ce soir par le docteur Fané Mamat en représentation du ministre de la Santé publique. Ce message est en fait une invite à l'adresse de la communauté musulmane qui célèbre demain la fête du sacrifice. Ce message invite donc cette communauté à poursuivre sa discipline de notoriété pendant la célébration de la fête de la Tabaski qui est prévue demain. On en reparle avec une voix autorisée, vous l'avez annoncé tout à l'heure Adèle, le docteur Ibrahima Amadou. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons convoqué surtout votre expertise de pharmacien, biologiste appartenant à cette communauté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dites, quelles sont les précautions à prendre demain, avant et pendant la prière? Déjà, la communauté musulmane va célébrer la fête dans le contexte du coronavirus. Alors, on sait que la prière est un point essentiel pendant la fête. Et qui dit prière dit regroupement des personnes. Il est donc important de respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Avant d'aller à la mosquée, il faut aller avec les masques. Il faut également préparer son tapis de prière individuel. Et avant d'entrer, il faut se laver correctement les mains. Une fois à l'intérieur, il va falloir respecter la distanciation. Et après la prière, il faut rentrer immédiatement. Et on rappelle que les personnes à risque doivent éviter d'effectuer le déplacement. Et nous comptons sur les imams, les responsables des mosquées pour sensibiliser davantage la population à respecter ces mesures barrières-là. Vous le faites déjà si bien, docteur. Dites, après la prière, il y a la célébration. C'est un moment où l'on se lâche un peu. Là aussi, il y a des attitudes qui sont recommandées. Lesquelles? Tout à fait. On sait que l'islam recommande, après la prière, d'aller rendre visite aux parents et amis. Et on sait également que l'islam privilégie la préservation de la vie. Et de ce fait, pour ce qui est de la fête de demain, il est donc recommandé de ne pas effectuer les déplacements. Et s'il arrive qu'on doit nécessairement se déplacer, alors on ne doit pas oublier nos masques, on doit se laver régulièrement les mains et surtout, à chaque fois, on doit respecter la distanciation. Merci, docteur, pour ces messages de sensibilisation, des messages, Adèle, qui ne sont pas valables que demain, lors de la célébration de cette fête du sacrifice, mais valables lors de tous les autres grands regroupements de cette communauté. À vous le plateau. Tout à fait, Évariste. Merci à vous et merci au docteur Ibrahim Amadou, à qui nous disons déjà Barka d'Assala. Demain est effectivement fête du mouton, vous l'avez dit, et c'est connu. Les dernières heures de la vente Tabaski s'écoulent maintenant. Cette journée du jeudi était agrémentée par des prières, les derniers achats et les préparatifs dans les communautés. Illustration ici à Yaoundé dans ce portrait croisé d'un imam, d'une femme au foyer et d'un commissaire de police, des fidèles musulmans rencontrés ce jeudi par Daniel Menanga. Deux petites plongées dans le bain de l'Aïd el-Kébir, en toute discrétion pour le numéro 2 de la mosquée centrale de Yaoundé. En ce jour de la veille de la fête de Tabaski, spirituellement, on jeûne le jour d'Arafat. Je suis allé à la mosquée, la prière de l'eau, puis en revenant, quand je suis tailleur, et je suis allé au lieu de travail. Aïssatou nous fait découvrir les tons du vendredi spécial. 25 000. Même prix. 25 000. Avec ses nuances de sobriété. En sortant, il m'a déjà donné l'argent, donc je vais préparer le mouton et le poulet, les spaghettis. J'achète même le jus pour les invités.
calme et observation des mesures barrières anti-Covid impose les couleurs. Et pour les faire respecter, El Hadj Baba Adamou n'est pas prêt d'ôter son uniforme. Et dans le Grand Nord, l'Aïd el-Kébir se prépare activement à la fête du sacrifice demain qui se veut un grand moment pour les fidèles musulmans en dépit du contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Les préparatifs dans la Damawa, dans le Nord et dans l'extrême Nord, c'est une synthèse de José Gaëtan Tchanga. Dans la famille de Ibrahima Seydou de Ngaoundéré, le mouton émolé est déjà choisi. On a aussi pensé au festin. La fête, c'est habiller et manger pour toute la famille et les voisins, tout le monde. Au plan spirituel, les prières de veille de fête remplies de symboles se font par petits groupes. Ainsi en a décidé le chef et guide spirituel, le Lamido de Ngaoundéré. À Maroua, dans l'extrême nord, ce ne sont pas seulement les animaux à immoler qui préoccupent les chefs de famille musulmanes. Le couteau et les autres accessoires ravissent la vedette au mouton. Comme j'ai une très grande famille, chaque année je suis obligé de venir limer les restes et payer d'autres couteaux. Au marché Koussel Bey, les acheteurs n'ont qu'à faire le choix. Les couteaux, ça varie en fonction des matières et des ferrailles. Ça coûte 2000 francs, 1500. Il y a aussi le inox, mais en grande quantité. Par exemple, ça varie, ça peut 3000. À Garoua, dans le Nord, les prières se feront dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ainsi en a instruit le Lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Ayatou. Allons à présent dans la région du Sud pour entendre cet autre son de cloche. Vous êtes une génération privilégiée. Vous avez le devoir de donner à l'Afrique une place de choix dans le concert des nations avec le gisement d'opportunités infinies du numérique. C'est là l'exhortation du directeur général de la CRTV ce jeudi aux jeunes étudiants de l'École supérieure internationale de génie numérique de l'Université inter-État Congo-Cameroun. C'est à Saint-Mélima. Charles Ndongo y donnait une conférence à l'occasion de la fin du premier semestre de cette institution. Un moment de qualité suivi par Charles Abossolo Oba. C'est un moment privilégié qu'ils attendaient avec impatience. Clôturer leur premier semestre de formation avec un prestigieux guest speaker, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Un puits intarissable qui a fait parler sa longue expérience professionnelle et managériale pour inspirer une ambition entrepreneuriale chez ces jeunes Congolais et Camerounais dans l'immense champ d'opportunités du numérique. C'est à vous de rattraper des décennies de retard. C'est à vous de reluire l'image de notre continent. C'est à vous de restaurer l'honneur perdu du berceau de l'humanité, source de la sagesse universelle. Vous le pouvez, vous le devez. Et pour construire ce cercle vertueux, vous avez entre vos mains la baguette magique du numérique. À travers cette conférence, les jeunes étudiants ont appris à saisir le bon côté de cet outil à double tranchant. Le conférencier d'aujourd'hui leur a donné la clé. C'est un monde qu'ils doivent construire eux-mêmes. Ce monde ne ressemble pas à celui dans lequel nous avons grandi, nous. Ils ont à bâtir leur propre monde, leur propre bonheur. Le directeur général de la CRTV a également visité le data center de cet établissement où il a été émerveillé par les moyens techniques mis en œuvre par le Congo et le Cameroun pour faire de ces jeunes des catalyseurs du développement numérique en Afrique. Cette nouvelle vient mettre un terme à ce journal, mais avant de le refermer, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. C'est à l'occasion de la fête nationale de ce pays ami ce 30 juillet. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augustin Nonga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongeni et Dieudonné Zra. Retrouvez immédiatement sur cette antenne le magazine Épargne au service du développement. Pour les éditions du week-end, à partir de demain au 20h30, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Je vous quitte encore sur ces rappels, surtout en ces temps de Tabaski, rappel contre le Covid-19. Prenez soin de vous, gardez les mesures barrières. Barka da Sala
à toute la communauté musulmane. Excellent week-end d'avance et à lundi 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.